Mon premier souvenir est si pâle, si symbolique, que je crains de l'avoir reconstitué ou inventé de toutes pièces, à la suite de propos tenus par mes parents devant moi quand j'avais 5 ou 6 ans. Il se situe avant 1902, quand nous habitions 32 boulevard Richard Lenoir à Paris et que l'on me promenait sur le boulevard en petite voiture d'enfant. Je distingue au-dessus de moi une capote, genre capote de fiacre, et qui doit être celle de la voiture. Elle me plonge dans une ombre douce. Au-delà, c'est une nappe aveuglante de soleil dans laquelle je vois évoluer des soldats en pantalon rouge. « 13 février 1944. Robert Desnos a 44 ans. La plus ancienne image tirée de sa mémoire remonte à 1902. Revisitée par lui comme une scène irréelle, cet instantané de la vie quotidienne se métamorphose en vision poétique. Du plus loin qu'il se souvienne, Robert Desnos est poète. Quoi qu'il fît, dit Raymond Queneau, il était là, tout entier. Il n'était pas l'écrivain, le journaliste, l'agent de publicité ou le critique cinéma. Il était Desnos, poète. Était-ce en 1910, en 1911 ou en 1912? Je me souviens d'orages extraordinaires. Le sol s'effondra à la gare Saint-Lazare et à Saint-Augustin. Il y eut même un fiacre qui sombra dans un précipice avec son cheval et ses passagers, et qu'on ne put jamais retrouver. Mythologie de l'enfance. Je songe à cette voiture enterrée en plein Paris avec ses 4 occupants, et que des archéologues exhumeront peut-être dans les siècles futurs. Elle fait partie d'un musée imaginaire avec l'autobus qui tomba dans la Seine, derrière Notre-Dame, et cette locomotive qui, ayant défoncé la gare Montparnasse, resta suspendue au-dessus de la place de Rennes. 21 février 1944, veille de son arrestation par la Gestapo. Dernière page de son bref journal, dédié au quartier moyenâgeux et populaire de sa petite enfance. Notez aussi les charmes de la rue de la Verrerie, les marchands de cierges, les petits ateliers de mécanique où la limaille jaillissait parmi les étincelles bleues. Importance de l'enseigne John Tavernier, le fabricant de bonbons de la rue du Cloître Saint-Méry. La construction des nouveaux magasins du bazar de l'Hôtel de Ville. Le mendiant à l'angle de la rue Saint-Bon. La crèmerie de la rue Mangin. La rue Saint-Martin. Ruelle sombre aux noms évocateurs. L'église Saint-Méry de sa communion solennelle. Les territoires alentours des bouchers et des équarrisseurs. La maison de l'alchimiste Nicolas Flamel et la Tour Saint-Jacques, monument mythique des surréalistes. Lieu où courent les légendes qui enflamment l'imagination du jeune Desnos. Plus durablement que la fréquentation obligée de l'école communale de la rue des Archives, puis de l'école supérieure de la rue Turbigo. Il en sort définitivement le 20 juillet 1916, avec un brevet élémentaire, un livret résumant toute sa scolarité, passable, mais peut mieux faire à tout point de vue, et un livre de Victor Hugo dont la lecture passionne l'apprenti poète. Adolescent hostile à l'esprit cocardier de l'époque, il a 14 ans à la déclaration de la Première Guerre mondiale. Hostile également à la cellule parentale. Père mandataire aux Halles, devenu petit notable, mère effacée et sœur plus âgée, l'une et l'autre s'accommodant du confort bourgeois. Robert Desnos, qui écrit déjà ses rêves et des poèmes, quitte à 16 ans la route du devoir tout tracé de sa famille. 1917-1918, petit métier, commis droguiste ou rédacteur de prospectus pharmaceutiques. Vie matérielle difficile. Ça ne changera guère jusqu'à ses activités radiophoniques des années 33-39. Vie précaire, mais vraie liberté. Maître mot de son existence et de son œuvre, quand survient l'armistice de 1918. Philippe Soupeau, vous veniez d'avoir 20 ans à la fin de la guerre 14-18. Quel était l'état d'esprit d'un jeune poète au lendemain de ces années de carnage? Un grand dégoût. Parce qu'il faut bien vous penser que les jeunes se trouvaient complètement divisés. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus entre les générations de contact. Et nous étions absolument révoltés par l'indifférence des gens
après la guerre. Rien, en semble-t-il, n'avait changé. Personne n'avait rien appris. Et forcément, à un moment donné, quand on est jeune, on a besoin, si vous voulez, de trouver tout de même des espérances. Or, dans le domaine qui nous intéressait particulièrement, la poésie, nous avions senti que vraiment tout allait recommencer. La littérature était absolument abominable, une littérature de bourrage de crâne. C'était exactement le mot qu'on employait à ce moment-là. Et puis, évidemment, les autres, les vieux, comme nous les appelions, étaient vraiment complètement grisés par, soi-disant, la victoire. C'était des gens comme Barrès, comme Bourget, comme Bazin, comme tant d'autres, qui nous révoltaient, qui nous dégoûtaient. 1918, c'est l'entrée officielle de Robert Desnos en littérature. Premier poème écrit à 15 ans, publié dans la Tribune des Jeunes d'Henri Barbusse. 1919, Desnos obtient une place de secrétaire dans une petite maison d'édition, une carte de lecteur à la Bibliothèque nationale et fréquente les bouquinistes. Il évolue au cœur des livres et se forge une culture d'autodidacte très étendue. Il navigue librement, sans hiérarchie scolaire, de Victor Hugo à Nerval, d'Apollinaire à Sade, de Lautréamont à Rimbaud, en se souvenant des feuilletons illustrés de son enfance, les mystères de Paris, les pieds nickelés, du cinéma balbutiant et stupéfiant comme ce binétoscope signé Émile Cole. Apprentissage au hasard des rencontres, des amitiés tissées pour longtemps. Janson, Salacrou, Limbourg, Prévert, dans les cafés et les discussions, pour sa part plus littéraire que strictement politique. Sa grande question est et sera: quand les hommes se comprendront-ils individuellement? Il observe le spectacle de la rue, source inépuisable d'inspiration. Je suis passé dans une rue étrange où des enfants blonds compissaient leur lange. À la porte d'un restaurant, un écriteau était collé: ici, on peut apporter son manger. À la porte d'un hôtel meublé, ici, on peut apporter son amour. Il y a déjà dans ce poème de 1919 l'humour, la part de rêve, l'amour de l'amour qui va orienter toute la vie de Desnos. Il n'y a pas encore l'explosion verbale, l'abandon effréné aux sollicitations extérieures, les visions provocantes, sensuelles, des récits débridés du surréalisme à venir. 1922, le mouvement Dada finit de dominer la vie artistique parisienne. Retour à Paris pour Desnos, après 2 années oiseuses d'obligations militaires à Chaumont, puis au Maroc, loin des activités de Tristan Tzara et des dadaïstes, maîtres en scandale des surréalistes. Desnos rattrape le temps perdu en lisant Tzara, Vacher, Picabia, toujours révolté par la boucherie de 14-18. Il reçoit la confirmation éclatante de ses expériences poétiques personnelles, aux limites de l'état de veille, dans la lecture des champs magnétiques. Dès 1919, Philippe Soupeau et André Breton ont fixé la première application de l'écriture automatique à la poésie, dans ce livre neuf et incandescent. Grand retentissement chez Desnos, qui rencontre vraiment Breton cette année 1922, et qui fonce tête baissée dans cette voie extrême. Il a 22 ans et intègre le groupe Littérature, où figurent déjà, outre Breton, son aîné de 4 ans, Louis Aragon, Benjamin Perret, René Crevel, Soupeau et Paul Éluard. Joyeuse bande de dynamiteurs, brisant les chaînes du vieil alexandrin et les entraves à l'imaginaire. Ces entraves étaient de l'ordre de la logique. Le rationalisme le plus étroit veillait à ne rien laisser passer qui n'eût été estampillé par ses soins. De l'ordre de la morale, sous forme de tabous sexuels et sociaux. De l'ordre enfin du goût, régi par les conventions sophistiques du bon ton, peut-être les pires de toutes. Ce prétendu sens critique dont, bon gré mal gré, nous avions hérité comme les autres, nous constations que son rôle à notre époque était de freiner toute spéculation intellectuelle de quelque envergure. Nous nous refusions à la tenir pour la voie du bon sens, mais bien plutôt pour celle du sens commun le plus éculé. Dans ce sens critique qu'on nous avait appris à cultiver à l'école,
Nous étions d'accord pour voir l'ennemi public numéro 1. Isabelle rencontra Marie au bas de l'escalier. « Tu n'es qu'une chevelure, dit-elle. Et toi, une main. Mais toi-même, omoplate. Omoplate, c'est trop fort. Espèce de sein. Langue, dents, pubis, œil, cils, aisselle, rein, gorge, oreille. Oreille, moi? Regarde-toi, narine. Non, mais, vieille gencive. Doigt. Poème de 1923, extrait d'une série Langage cuit, qui signifie que le vieux langage est mort. Une ère nouvelle d'exploration poétique s'annonce, celle des mots sans rides que Robert Desnos va conduire avec André Breton. J'ai raconté dans un texte intitulé « Entrée des médiums » repris dans mon ouvrage « Les pas perdus », comment, à la fin de l'année 1922, sur l'initiative de René Crevel, nous avons été amenés, au cours d'une soirée qui nous réunissait comme bien d'autres dans mon atelier, à solliciter certaines manifestations verbales ou écrites dans le cadre du sommeil hypnotique. Celui qui, dans cette atmosphère du sommeil hypnotique et des singuliers moyens d'expression qu'il octroie, se trouvera véritablement dans son élément, ne sera pas Crevel, ce sera Robert Desnos. Et c'est lui qui imprimera durablement sa marque à cette forme d'activité. Il s'y donnera en effet éperdument, y apportant un goût romantique du naufrage que traduit le titre d'un de ses premiers recueils, Corps et bien. Nul comme lui n'aura foncé, tête baissée, dans toutes les voies du merveilleux. Je vois les pensées, je vois les crânes cassés, je vois les mains décédées, je les aime. Nous sommes les pensées baissées et les femmes aimées et les poumons qui en ont assez de l'air et de l'eau. Mais déjà la phrase précédente est trop âgée. Nous sommes les arborescences qui fleurissent dans les déserts des jardins cérébraux. Tous ceux qui ont assisté aux plongées journalières de Desnos dans ce qui était vraiment l'inconnu ont été emportés dans une sorte de vertige. Tous ont été suspendus à ce qu'ils pouvaient dire, à ce qu'ils pouvaient tracer fébrilement sur le papier. Je pense en particulier à ces jeux de mots d'un type lyrique tout à fait inédit qu'il fut longtemps en mesure de faire se succéder à un rythme tenant du prodige. L'argot de Rose, c'est la vie, n'est-ce pas l'art de transformer en cigognes les signes? Les lois de nos désirs sont des dés sans loisir. Rose, c'est la vie n'est pas persuadée que la culture du moi puisse amener la moiteur du cul. Croyez-vous que Rose, c'est la vie connaisse ces jeux de fous qui mettent le feu aux joues? Ces jeux de mots se donnaient pour le produit d'une communication télépathique avec Marcel Duchamp, alors à New York. Ce en quoi ce prodige a surtout consisté, c'est dans le pouvoir qu'a montré Desnos de se transporter à volonté, instantanément, des médiocrités de la vie courante en pleine zone d'illumination et d'effusion poétique. L'état de grâce impulsé par Desnos au mouvement surréaliste est à son apogée en 1924. André Breton, dans le journal littéraire du 5 juillet, salue l'un des trois fanatiques de première grandeur, avec Picasso et Freud, capable de modifier d'une manière décisive les mœurs et la vie. Et il ajoute « Desnos lit en lui à livre ouvert et ne fait rien pour retenir les feuillets qui s'envolent au vent de sa vie. » Mais peu de temps après cet hommage exalté, Robert Desnos, l'explorateur de limites trop extrêmes, est mis en garde. C'est passé cette chose extraordinaire, c'est que quand Desnos se réveillait, il devenait particulièrement haineux. Et même, il avait, on ne savait pas pourquoi, c'était probablement inconscient, il avait une haine d'Éluard et un jour, une nuit plutôt, il a pris un couteau, il a voulu assassiner Éluard.
Nous l'avons empêché, bien entendu, mais à ce moment-là, Breton s'est dit, il ne faut pas aller trop loin. Et il a arrêté ses expériences. Cet incident et l'aggravation de mes craintes au sujet de ce qui pouvait menacer l'équilibre mental de Desnos me déterminèrent à prendre toute mesure pour que plus rien de tel ne se produisît. Mais nos relations en furent profondément affectées. 1924. La publication par André Breton du Manifeste du surréalisme marque l'entrée du mouvement dans sa phase résonante, à l'opposé de la nature intuitive et spontanée de Desnos, qui n'abandonne pas pour autant ses activités au sein du groupe. Lettres ouvertes, tracts, provocations. À la première de la pièce de théâtre de Raymond Roussel, L'Étoile au front, Desnos gifle un protestataire l'accusant d'être la claque. « Et vous, vous êtes la joue », réplique-t-il. Robert Desnos continue en solitaire à tester les propriétés hallucinogènes du sommeil hypnotique adapté au langage, transcrite dans Les Nouvelles Hébrides, Désordre formel, Deuil pour deuil. Année surréaliste aux activités multiples, poésie toujours, écrit sur ses amis peintres, Picasso, Miro, Ernst, Masson, en marge de ses jeux graphiques personnels et constants. 1923, en pleine effervescence surréaliste, le poète commence aussi une carrière de journaliste pigiste. Dans Paris Journal, première critique cinématographique sous la rubrique « Les rayons et les ombres », titre emprunté à Victor Hugo. Pour nous seuls, les frères Lumière inventèrent le cinéma. Là, nous étions chez nous. Cette obscurité était celle de notre chambre avant de nous endormir. L'écran pouvait peut-être égaler nos rêves. 3 films n'ont pas été inférieurs à cette mission. Fantomas, pour la révolte et la liberté. Les vampires, pour l'amour et la sensualité. Les mystères de New York, pour l'amour et la poésie. Passion pour l'écran magique, jamais démentie. Partagée avec ses amis surréalistes qui aiment entrer au hasard d'une salle obscure. Obscurité bénie, propre aux illusions. Sans se soucier du titre ni de l'auteur du film. Pour le rêve d'abord. Ces hommes et ces femmes rassemblés sous la queue de la comète du projecteur ne soumettent pas en vain leur vie à la comparaison avec celle aussi réelle des héros apparus. Le rêveur assis est emporté dans un nouveau monde, auprès duquel la réalité n'est que fiction, peu attachante. Opium parfait. Le cinéma nous entraîne alors loin des soucis matériels, nous donne la parfaite indifférence génératrice des grandes actions, des découvertes sensationnelles, des pensées élevées. Robert Desnos défend le cuirassé Potemkin, Erich von Stroheim, les fantomas et les vampires de Feuillade, l'expressionnisme allemand, les burlesques. Il n'aime ni Abel Gans ni Marcel L'Herbier, trop suffisants à son goût. Il résiste longtemps au cinéma parlant, la poésie des sous-titres lui manque. Quant à Chaplin, c'est le défenseur de l'amour, attaqué par les ligues de vertu, que Desnos et les surréalistes soutiennent. Le perpétuel enchantement pour le cinéma, il aime l'image, toutes les images, le conduit à écrire des scénarios, pour la plupart non réalisés. Il envisage de passer derrière la caméra, mais c'est l'ami Man Ray, photographe et surréaliste, qui va s'approprier son étoile de mer. Objet symbole, adoré, dessiné, célébré par Desnos. Je possède une étoile de mer
issu de quel océan, acheté chez un brocanteur juif de la rue des Rosiers, et qui est l'incarnation même d'un amour perdu, et dont sans elle je n'aurais peut-être pas gardé le souvenir émouvant. C'est sous son influence que j'écrivis, sous la forme propice aux apparitions et aux fantômes d'un scénario, ce que Man Ray et moi reconnûmes comme un poème simple comme l'amour, simple comme le bonjour, simple et terrible comme l'adieu. La mort constamment conviée, souvent défiée. Abus de drogue et d'alcool, vécu comme autant d'expériences extrêmes et raconté plus tard dans le seul roman largement autobiographique qu'il écrit en 1943, Le vin est tiré. Dans 20 ans, la drogue se sera répandue dans tous les milieux, peut-être même dans les campagnes, et il sera trop tard pour remporter la victoire sur elle. Ce livre se passe à Paris, il pourrait aussi bien, à quelques détails pittoresques près, dérouler les aventures de ces tristes héros dans n'importe quelle ville, de n'importe quel pays du monde. 1925-1930. Les vieux démons des Nuits Blanches sont propices à la frénésie d'écriture, poèmes, dessins, automatiques et ininterrompus. Desnos reprend ses déambulations dans Paris, le jour à la recherche d'objets et de pacotilles que son regard transforme, la nuit avec son ami Georges Malkin. Nous parlions de nos promenades, de nos marches, plutôt dans Paris la nuit. Et il lui arrivait de me parler, de me faire un discours, de me dire quelque chose de très long en alexandrin. Ça pouvait durer 1 heure. Ça, je dois dire que je n'ai pas rencontré d'autres exemples du genre. Sans hésitation, sans arrêt, sans réflexion, il parlait en alexandrin à volonté. Laisse-moi souffrir, le vent qui t'apporte à ton porte, et tu sais, j'en mouris, qu'importe pas, sans te retourner, pas, sans te souvenir. Ne t'excuse pas, tu n'es pas coupable. Course effrénée à la vie, à la mort. Stoppée sur cette voie de l'amour, la chanteuse réaliste Yvonne Georges entre dans l'existence du poète. Rencontre bouleversante en avril 1925, après avoir écrit un article enthousiaste dans le journal littéraire. Desnos a 25 ans. Rencontre d'un amoureux de l'amour et d'une étoile. Elle habitait Neuilly, raconte Théodore Frankel, médecin et ami des surréalistes. Un rez-de-chaussée au fond d'un jardin. Une décoration recherchée y voisinait sans gêne aucune avec un abandon fatigué. Elle recevait là des gens du monde, des gens de lettres, qu'il admirait beaucoup et que Robert bien souvent n'aimait guère. Mais il ne disait rien. Son amour fut violent, douloureux, inlassablement attentif, mais il ne fut jamais partagé. À la porte-maillot, je relevais la robe de soie noire dont elle s'était débarrassée. Nue, elle était nue maintenant, sous son manteau de fourrure fauve. Le vent de la nuit, chargé de l'odeur rugueuse des voiles de lin recueillis au large des côtes, chargé de l'odeur du varech, échoué sur les plages et en partie desséché, le vent lourd de la nuit devait s'engouffrer sous son manteau et caresser ses hanches et la face inférieure de ses seins. Le frottement de l'étoffe sur ses hanches éveillait sans doute en elle des désirs érotiques, cependant qu'elle marchait allée des acacias vers un but inconnu. Louise Lam se hâtait. Yvonne Georges est devenue Louise Lam, l'héroïne de ce livre-poème. Texte trop suggestif pour les censeurs de 1927. L'édition publique est amputée de 60 pages, se rapportant au club des buveurs de sperme. Femme divinisée, que Desnos continue d'aimer sans retour. Il l'aide et l'accompagne jusqu'au bout. Malade, Yvonne Georges disparaît le 22 avril 1930. « 1925. Robert Desnos quitte sa chambre de bonne de la rue de Rivoli pour la rue Blomet et l'ancien atelier de Masson et Miro. Proche de son nouveau domicile, le bal nègre, qu'il découvre et fait connaître. C'est le rendez-vous des musiques venues d'ailleurs, des Antilles et du jazz. Il signe des chroniques pour la Gazette de Paris, Commune, Europe, et fait preuve, comme en matière de cinématographe, d'un jugement sans faille
Pour la musique de Django Reinhardt, Duke Ellington, Ted Levis, les voix de Sophie Tucker, Lee Morse, Fréhel. Cette activité journalistique intense vaut à Desnos la réprobation de Breton, réservée à l'égard de tout travail faisant obstacle à la recherche surréaliste. « 1928. Desnos, toujours journaliste, traverse l'Atlantique pour le congrès de la presse latine qui se tient à La Havane. Ouverture curieuse sur un autre monde. Son voyage à Cuba est une ouverture sur le monde. Il a découvert le nouveau monde. Il a découvert non seulement les Antilles, il a entendu parler du Mexique. Et ça a été l'origine d'une amitié de Robert pour les gens qui venaient du monde hispanique. C'est grâce à cela qu'il a passé ses vacances de 35 en Espagne où, chose que l'on ignore trop, il s'est lié d'une très intime amitié pour Federico García Lorca. Retour à Paris avec Carpentier et fréquentation assidue de la bohème de Montparnasse. Se lie d'amitié avec le peintre Fujita et Yuki. Baptise une boîte de nuit Mal d'Aurore avec carte de vampire pour les adhérents. André Breton dénonce l'inqualifiable idée, l'insulte faite à Lautréamont. Il somme Desnos de s'engager comme lui et Aragon au Parti communiste français pour la Révolution russe. Robert Desnos refuse. Il reste anarchiste et réfractaire à tout embrigadement. Fin de l'été 1929. Robert Desnos n'appartient plus au mouvement surréaliste. André Breton officialise l'exclusion dans le second manifeste. La fracture de l'amitié se dessinait déjà en 1923, un an après la rencontre décisive avec Breton, dans cette lettre jamais expédiée par Desnos à son vrai destinataire. Blessé, bien au-delà de l'amour-propre, Robert Desnos co-signe avec Georges Bataille Un cadavre, pamphlet d'une violence inouïe contre son ex-ami. Participe à la mise à mort Philippe Soupeau, Antonin Artaud, Georges Ribemont de Seigne, Jacques Prévert, Michel Léris, Raymond Queneau et Roger Vitrac. Desnos rédige ensuite seul un troisième manifeste du surréalisme. Le surréalisme tel qu'il est formulé par Breton est un des plus graves dangers que l'on puisse faire courir à la libre pensée. Et je proclame ici André Breton tonsuré de ma main, déposé dans son monastère littéraire, sa chapelle désaffectée. Et le surréalisme tombé dans le domaine public, à la disposition des hérésiarques, des schismatiques et des athées. Et je suis athée. « 1929, c'est l'année de la Grande Dépression mondiale. C'est aussi pour Robert Desnos, et jusqu'en 1933, les années de pauvreté qui reviennent. Les journaux le font moins vivre. Le jour, il accepte un travail de gérant d'immeuble qu'il exècre pour mieux écrire au long des nuits The Night of Loveless Nights. Coucher avec elle pour le sommeil côte à côte, pour les rêves parallèles, pour la double respiration. Coucher avec elle pour l'ombre unique et surprenante, pour la même chaleur, pour la même solitude. Coucher avec elle pour l'aurore partagée, pour le minuit identique, pour les mêmes fantômes. Coucher avec elle pour l'amour absolu, pour le vice, pour les baisers de toute espèce. Coucher avec elle pour un naufrage ineffable, pour se prostituer l'un à l'autre, pour se confondre. Coucher avec elle pour se prouver, et prouver vraiment que jamais n'a pesé sur l'âme et le corps des amants le mensonge d'une tâche originelle. Autre grand amour, Yuki, l'ex-compagne de Fujita, Yuki la sirène. Nouvelle aventure sentimentale, à bien des égards aussi cruelle que la précédente. Yuki, immortalisée par Fujita, est l'une des femmes les plus convoitées de Paris. Lucie Badou, dite Yuki, neige rose en japonais, est insouciante et volage. Desnos accepte ce jeu masochiste. 1932, il compose pour elle le livre secret alternant gouache et poème. Ma chérie, ma Yuki, je n'aime et n'aimerai que toi. Et tu m'aimeras. Je t'appelle, reviens ma chérie.
Les heures coulent à t'attendre, je ne pense qu'à toi. Souviens-toi de tes paroles d'espoir, Yuki. Ne me prépare pas une déception plus grande, ma chérie. Toi, et pas d'autre que toi, et pas d'autre que moi. N'est-ce pas, mon amour? Robert Desnos. La leçon quotidienne de culture physique, faite spécialement pour nos auditeurs par le professeur attaché à Radio Globe. Nous la reprendrons demain à la même heure. Ne quittez pas l'écoute. Et voici le quart d'heure confidentiel du ténor sans voix. Quart d'heure de charme pour vous, mesdames. Quart d'heure de rêve pour vous, mesdemoiselles. Quart d'heure de récréation pour vous, messieurs. Quart d'heure de douceur pour vous tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Puisqu'il vous est offert par Peau Douce, le savon au pamplemousse qui mousse sur vos frémousses. Si Peau Douce m'était offert, j'y prendrais un plaisir extrême. Et alors, c'est l'époque, Robert s'amusait follement à faire des jingles. Les chefs-d'œuvre de Robert ont été la cantonine, qui a envahi Paris, et je lui avais donné le thème d'une chanson de la Révolution mexicaine, la cucaracha. Tout Paris a sifflé la cantonine à cause de cela. Le vin de frileuse, dont Desnos avait fait les paroles sur une vieille chanson française, et le vermifuge lune. Desnos trouve dans la radio des similitudes avec certains principes surréalistes. Écoute solitaire, disponibilité de l'imagination individuelle. Sur le poste parisien, il se met à l'écoute des auditeurs, sollicite leurs rêves, les met en scène et les raconte lui-même. C'est la clé des songes. Mais entrez donc! C'était l'ouvreuse de la salle de concert qui me poussait dans une loge capitonnée. La loge était un abri bétonné où je retrouvais tous les spectateurs, tassés comme des sardines. Au-dessus de nous, la salle s'effondrait. La fusillade continuait. Dans l'abri, tout le monde se plaignait d'étouffer. Dès qu'il a été invité par Paul de Harme à travailler à la radio, il a poussé des recherches sur le terrain de l'accouplement de la musique et de la parole. Un de ses résultats a été son Salut au monde, basé sur le poème de Walt Whitman, dit par Jean-Louis Barrault, et que j'ai synchronisé avec la 9e symphonie de Beethoven. Mais surtout, cette grande complainte de Fantomas, qui avait été donnée sur plusieurs postes de radio pour lancer de nouveaux volumes de la série de Souvestre et Alain, et dont la musique était de Kurt Weill, la direction théâtrale, dramatique de Antonin Artaud, le texte de Robert naturellement, et la direction générale de moi-même. Allongeant son ombre immense sur le monde et sur Paris, quel est ce spectre aux yeux gris qui surgit dans le silence? Fantomas, serait-ce toi qui te dresse sur les toits? Pionnier de la publicité radiophonique, Robert Desnos peut, avec ce travail régulier et rémunérateur, s'installer dès 1934 avec Yuki à Saint-Germain-des-Prés, au 19 de la rue Mazarine. Foyer de l'amour et de l'amitié, dit Brassailles, tapissé de toiles abstraites et de peintures naïves, rempli de disques, où en permanence l'immense table rustique est chargée de bouteilles et de victuailles pour accueillir les visiteurs. Son œuvre poétique est moins prolifique. Ses textes à chanter pour Fréhel et les poèmes pour les enfants de Paul de Harme et Darius Milhaud sont écrits dans cette période faste. Je rapporte de Tolède pour le donner à Tristan un lion très épatant qui marche sur des roulettes. Le chat qui ne ressemble à rien, aujourd'hui ne va pas très bien. Il va visiter le docteur qui lui ausculte le cœur. Votre cœur ne va pas bien, il ne ressemble à rien. Il n'a pas son pareil de Paris à Créteil. Il va visiter sa demoiselle qui lui regarde la cervelle. Votre cervelle ne va pas bien, elle ne ressemble à rien. Elle n'a pas son contraire à la surface de la terre. Voilà pourquoi le chat qui ne ressemble à rien est triste aujourd'hui et ne va pas bien. 8 janvier 1944.
Il note dans son journal: ce que j'écris ici ou ailleurs n'intéressera sans doute dans l'avenir que quelques curieux espacés au long des années. Tous les 25 ou 30 ans, on exhumera dans des publications confidentielles mon nom et quelques extraits toujours les mêmes. Les poèmes pour enfants auront survécu un peu plus longtemps que le reste. J'appartiendrai au chapitre de la curiosité limitée. Mais cela durera plus longtemps que beaucoup de paperasses contemporaines. Dans l'immédiate avant-guerre, Robert Desnos est toujours un homme seul, qui enferme la terre entière dans ses bras. Face à la défaite des républicains espagnols et à l'extension du nazisme en Europe, contre le fascisme et l'antisémitisme, il abandonne une position pacifiste de principe. Septembre 1940. Après la débâcle, il est démobilisé. Son ami Henri Janson, rédacteur en chef à Aujourd'hui, l'embauche comme rédacteur. 3 mois plus tard, Janson est arrêté. Aujourd'hui passe à la collaboration. Le nouveau directeur, Georges Suarez, met fin à la revanche des médiocres, la rubrique de Desnos, qui épinglait toutes les compromissions avec l'occupant. Le poète se retrouve exilé de page en page, critique de livres ou de disques, dans laquelle la direction l'enferme. Sa signature se fait plus rare au fil des mois. Pour sa survie financière et pour les renseignements qu'il communique à la résistance au sein du réseau Agir, Desnos se maintient dans ce journal collaborationniste jusqu'à son arrestation. 3 mars 1941. Les messages qu'il glisse encore, mine de rien, dans ses articles, sont clairs. À propos des beaux draps, le livre de Louis-Ferdinand Céline, il écrit entre autres: « Je n'ai jamais pu lire un seul de ces livres jusqu'au bout. » La réponse de Céline se fait par sommation. « Monsieur le rédacteur en chef, Monsieur Desnos me trouve ivrogne, vautré sur Moleskine et sous comptoir, ennuyeux à bramer. Moi je veux bien. Mais pourquoi Monsieur Desnos ne hurle-t-il pas plutôt le cri de son cœur, celui dont il crève inhibé, mort à Céline et vive les Juifs? Que ne publie-t-il, Monsieur Desnos, sa photo grandeur nature, face et profil à la fin de tous ses articles? La nature signe toutes ses œuvres. Desnos, cela ne veut rien dire. » En 1942 paraît Fortune, qui rassemble 10 ans de création poétique, puis État de veille, Le bain avec Andromède et Contrée. D'autres poèmes de la Résistance paraissent clandestinement sous des pseudonymes en 43-44. Et voici, Père Hugo, ton nom sur les murailles. Tu peux te retourner au fond du Panthéon pour savoir qui a fait cela. Qui l'a fait? On. On, c'est Hitler, on, c'est Goebbels, c'est la racaille. Un Laval, un Pétain, un Bonnard, un Brinon. Ceux qui savent trahir et ceux qui font